Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour ma première vidéo qui est sur rien de moins que Jean de Bernoulli. Ouais, Jean de Bernoulli. Alors je vous vois de suite arriver. Mais qui est Jean de Bernoulli? À Nice, on ne sait pas qui c'est. Certes, mais vous inquiétez pas, c'est pas grave, c'est pas un crime. D'ailleurs, si vous êtes passionné de la Renaissance, que votre professeur vous demande, mais faites une recherche sur le XVIe siècle, faites une recherche sur un personnage historique. La réponse, elle est toute simple. Jean de Bernoulli. Si vous êtes originaire de Pyrgos en Espagne ou de Toulouse, que même si vous êtes allé en vacances, ne serait-ce qu'une semaine à Toulouse, Jean de Bernoulli. Si vous êtes, je sais pas moi, passionné par le commerce au XVIe siècle, par la politique locale de votre ville ou de n'importe quel endroit dans le monde, Jean de Bernoulli. Alors oui, vous allez me dire, partout, tu le vois partout, certes, mais vous allez finir par le voir partout aussi. Et d'ailleurs, parce que je vais finir par vous le dire, à force, vous allez savoir qui est Jean de Bernoulli. Et mieux que ça, je vais vous dire, vous allez enfin pouvoir étaler votre science, que ce soit devant vos professeurs ou les élèves de votre classe, ou même en famille, lors d'un repas de famille. Jean de Bernoulli. Non mais, sérieusement, mais si tu comptes nous faire un speech toute la journée sur ça. Non, parce que sérieusement, il vaudrait mieux pas. Mais j'en ai envie. Bon, laissez tomber. Ce début d'intro est trop long. Il faut vraiment qu'on commence. Alors la question c'est, qui est Jean de Bernoulli? Alors, selon moi, je trouvais ça intéressant de revenir en fait sur l'histoire de Toulouse pour pouvoir comprendre mieux qui était Jean de Bernoulli. Alors, il faut savoir qu'au XVIe siècle, Toulouse est une ville où la culture du pastel, elle est florissante. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est le pastel, pas d'inquiétude, c'est pas grave, je vais vous expliquer ce que c'est. En fait, si vous voulez, c'est une plante qu'on appelle tinctoriale, c'est-à-dire qu'elle va permettre de teindre des tissus, des vêtements, mais un nombre incalculable de choses. Et en fait, si vous voulez, une fois récolté, le pastel va être écrasé, enfin la feuille de pastel va être écrasée, de sorte à donner des boules déshydratées et pâteuses, pour ensuite obtenir en fait à la fin de la production et du processus de production, on va avoir finalement une poudre couleur indigo, donc bleutée. Et en fait, la commercialisation de ce pastel, elle va permettre à bon nombre de marchands de Toulouse de s'enrichir, dont Jean de Bernoulli. Et justement, je trouvais ça intéressant de s'arrêter sur le cas de Jean de Bernoulli, parce que, pour être honnête, il a attiré mon attention. Alors certes, on ne s'en serait pas douté, mais il a attiré mon attention, en fait, si vous voulez, par son ascension sociale, par son influence dans la ville, par sa richesse, son poids dans la ville, en fait, si vous voulez, même politique. Et justement, commençons. Alors, qui était Jean de Bernoulli? En fait, si vous voulez, il est né en 1475 à Burgos en Espagne et il est arrivé en France, à Toulouse, en 1501 pour y implanter son commerce du pastel. Jean de Bernoulli intègre l'élite toulousaine, la crème de la crème. Oui, la crème de la ville, par excellence. La crème de la crème. Et il l'intègre en fait en révolutionnant le commerce du pastel et en devenant capitoul. Alors en fait, la charge de capitoul, alors déjà, pour commencer, il faut définir qu'est-ce que c'est une charge, pour ceux qui ne savent pas. Une charge, en fait, si vous voulez, c'est une fonction publique qui vise à déléguer le pouvoir de décision du souverain. Et donc, en fait, c'est cette charge-là que va occuper Jean de Bernoulli. Mais, petit point info, c'est-à-dire qu'en fait, à l'époque, le pastel est également appelé or bleu toulousain. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une référence justement à ce que je vous disais tout à l'heure, en fait, à la couleur bleu indigo du pastel. Alors, avant de continuer cette présentation, je voulais juste spécifier que là, pour l'instant, je vais juste vous présenter de manière réduite la vie de Jean de Bernoulli avant de rentrer dans les détails. D'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire si vous avez envie de savoir certaines choses de la vie de Bernoulli. Mettez-le moi en commentaire et je ferai peut-être une seconde vidéo d'ailleurs si vous partagez le même amour que moi pour Jean de Bernoulli. Ouais, le même amour. Oh, Jean de Bernoulli. C'est dans mon cœur. Non, sérieux. Jean de Bernoulli. Alors, il faut savoir d'abord que Jean de Bernoulli, il meurt en 1556. Alors, a priori, rien d'extraordinaire. Hein. Je suis entièrement d'accord avec vous, sauf que c'est sans compter le fait que sa vie, autant que sa mort, soit entourée de légendes. Donc on peut se demander vraiment si Jean de Bernoulli n'est pas extraordinaire. Suspense.
Alors, est-ce que Jean de Bernuy mérite qu'on l'adule? La réponse, c'est... je sais pas. C'est à vous de me le dire, vous me le direz en fin de vidéo, vous me le mettrez dans les commentaires. Mais alors, la question principale de cette vidéo, en fait, aujourd'hui, ça va être de savoir, en fait, en quoi l'impact de Jean de Bernuy est sur la ville et sur le commerce du pastel, elle est importante et en quoi elle va même jusqu'à dépasser sa vie, c'est-à-dire continuer même après à titre postérieur. Comme je vous l'ai si bien dit auparavant, Jean de Bernuy est originaire de Burgos en Espagne et a dû s'adapter lors de son arrivée à Toulouse. Il doit en partie son intégration à sa famille qui était déjà installée à Toulouse. Si son intégration vous intéresse tout particulièrement, je vous renvoie à un très bon article de Colin de Buich qui s'appelle « L'hôtel de Bernuy ». Je vous mets d'ailleurs le lien en épinglé. Mais revenons-en à notre admirable Jean de Bernuy. Il découvre Toulouse en 1499. Son frère Diego avait déjà fondé un réseau commerçant. Les membres de la famille de Jean de Bernuy, qui étaient donc déjà insérés dans le négoce ou le commerce du pastel, lui ont permis d'acquérir les habitudes de ce que l'on appelle négociant. Pour ceux qui ne sauraient pas ce qu'est un négociant, il s'agit d'une personne qui pratique le négoce, c'est-à-dire le commerce de marchandises en grande quantité et dans le monde entier. Jean de Bernuy développe, grâce à sa famille, son réseau de connaissances, le fameux carnet d'adresses, et bénéficie de suffisamment de fonds monétaires pour investir. Cette intégration rapide permet à Bernuy d'avoir une influence commerciale plus rapide et plus étendue. Mais pour en revenir au pastel, c'est une plante fragile qui reste particulièrement délicate à transporter en grande quantité, parce qu'il faut en même temps veiller à préserver sa qualité. Lorsque Jean de Bernuy débute en tant que négociant ou commerçant de pastel, le commerce est organisé de manière classique. Un producteur vend à un commerçant qui vend à une clientèle. Jusque-là, rien d'extraordinaire ni de choquant. Mais pour Jean de Bernuy, il faut changer de système, de fonctionnement. Selon lui, le marchand ne doit plus dépendre de la partie production, il doit pouvoir la gérer lui-même. On appelle ce nouveau mode de fonctionnement le système complet. Jean de Bernuy connecte alors par voie maritime les villes de Toulouse et de Bordeaux, de sorte à développer son commerce. Il participe à la révolution du transport marchand durant la Renaissance. Il devient ainsi une figure pionnière des avancées dans Toulouse. Eh oui, que voulez-vous, Jean de Bernuy. Or, quoi de mieux pour montrer sa réussite que son patrimoine et ses propriétés? L'architecture lui semble être un moyen efficace et ostentatoire pour exposer sa richesse et son statut social. Il possède ainsi une importante richesse et a étendu son influence dans le milieu du pastel. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il souhaite en premier lieu faire partie de l'élite toulousaine, mais pour cela, reste à changer de statut social. En somme, sa position sociale dans la société. Il doit de fait acquérir les prestiges de la noblesse afin de stabiliser son entreprise, de la faire fructifier et de donner un avenir à sa descendance. Pour ce faire, et seulement 3 ans après son arrivée à Toulouse, Jean de Bernuy entame le projet d'édification d'un bâtiment au cœur de Toulouse, rue des Argentiers, l'actuelle rue Gambetta. Il souhaite en faire sa demeure et y accueillir le siège de son commerce, tout en s'appuyant sur cette propriété pour s'afficher clairement comme étant une personne toulousaine importante. Cette propriété était généralement connue sous le nom de Hôtel de Bernuy, construite entre 1503 et 1536. Après avoir montré qu'il était un négociant et donc un bourgeois riche et puissant, Jean de Bernuy veut acquérir les privilèges de la noblesse pour passer au statut social supérieur. Cela se fait beaucoup à cette époque, par le biais du capitulat et du Parlement. On appelle ainsi ces nouveaux nobles la noblesse de robe. Dans la France de l'Ancien Régime, la noblesse de robe rassemble tous les nobles qui occupent des fonctions de gouvernement, principalement dans la justice et les finances. Ces personnes doivent, notamment dans le cas des juristes,
avoir fait des études universitaires et donc revêtir la robe ou la toge des diplômés de l'université. Ce groupe noble forme ainsi la noblesse de robe. Jean de Bernuy achète donc plusieurs seigneuries et terres dites nobles. Il obtient alors le statut de seigneur et de noble. Jean de Bernuy modifie l'architecture de ses propriétés pour renforcer leur aspect noble et donc par extension montrer aux yeux de tous que par la possession de ces terres, il fait partie intégrante de la noblesse. On pense notamment à la borde noble du Palais Ficat, grande et riche propriété que Bernuy achète avec l'objectif d'y produire et transformer directement le pastel qu'il commercialise dans le cadre de son système complet. Bernuy y fait ériger en 1558 un immense mur d'enceinte. La propriété devient ainsi une véritable ferme fortifiée, qui suggère clairement la noblesse des terres et de leurs propriétaires. Il devient pour ainsi dire peu à peu une personnalité emblématique de la ville, notamment en matière de politique. Il faut savoir que Jean de Bernuy est nommé au capitulat de la Daurade de 1533 à 1534. Cette fonction politique et administrative locale faisait l'objet d'élections chaque année, et les 8 capitouls élus siégeaient au consistoire ou le conseil municipal. Je vous arrête cependant. Si je parle de conseil municipal, il est nécessaire de ne pas faire de confusion avec le conseil municipal tel que l'on le connaît de nos jours. À l'époque, plusieurs critères sociaux rendent l'accès à cette fonction restreint. Il faut être un homme âgé de plus de 25 ans, marié, catholique, posséder une maison à Toulouse, dans la ville où on occupe la charge de capitoul, et d'exercer une profession honorable. On entend par là avocat, procureur, écuyer ou marchand. Ces critères, Jean de Bernuy les remplit. D'ailleurs, si vous êtes un jour de passage au Capitole à Toulouse, vous apercevrez peut-être un portrait de lui datant de 1664. On peut lire sous ce portrait l'inscription suivante. Jean de Bernuy, vicomte de Lautrec et de Sénès, baron de Villeneuve, capitoulant 1534. Sa nomination en tant que capitoul est donc attestée et encore visible sur les lieux. Qui plus est, il bénéficie d'une réforme datant de 1248 qui permet, à compter de cette date-là et encore du temps de Bernuy, que les bourgeois enrichis puissent côtoyer des nobles dans le cadre du capitulat et puissent s'intégrer à l'oligarchie toulousaine, par le biais du mariage, par exemple. En s'intégrant de cette manière, Jean de Bernuy acquiert davantage d'influence au sein de la ville de Toulouse et élargit son réseau de connaissances. Un accord établi le 8 février 1503 aurait eu pour objectif de statuer sur la répartition des clés de la ville, qui était jusqu'ici au nombre de 8. 2 d'entre elles sont spécifiquement distribuées au capitoul, d'où l'importance que j'évoquais. Elle est d'autant plus valable lorsque l'on sait que ces mêmes clés permettaient l'accès au trésor de la ville. Jean de Bernuy occupait donc certaines responsabilités importantes. Les trésors en question étaient un endroit où l'on renfermait le fruit de la collecte des impôts locaux. En somme, un endroit qui renfermait justement les impôts ponctionnés sur les habitants de Toulouse. Il convient toutefois de rester prudent, puisque la charge de capitoul était honorifique. Son pouvoir et l'influence qu'elle confère, ou qu'elle conférait, restent grandement nuancés. Alors autant vous dire que j'ai adoré faire cette vidéo, vraiment. Ça me tenait vraiment à cœur parce que pour être honnête, j'ai un lien particulier avec l'hôtel de Bernuy, c'est-à-dire qu'en fait, pour rien vous cacher, l'an dernier j'étais à Fermat, au lycée Pierre de Fermat. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est un lycée de Toulouse qui fait prépa aussi, donc j'étais en prépa. Et donc en fait, si vous voulez, ça me tenait vraiment à cœur de faire ce thème-là parce que ça représente un an de ma vie, c'est tout con, mais bon voilà. Et pour cette vidéo, en fait, je tenais vraiment à remercier déjà Manon,
qui m'a beaucoup aidé pour le montage, qui m'a aidé pour la vidéo en elle-même, le côté pratique, parce que j'avais vraiment besoin d'être aidée. Je voulais remercier aussi Elian et Lucas, qui ont travaillé sur ce thème avec moi toute l'année. Et vraiment merci parce que du coup sans eux je n'aurais pas pu faire cette vidéo de la façon dont je vous la fais aujourd'hui. Donc vraiment c'était un plaisir. Et donc je voulais savoir si vous aviez des suggestions ou même des commentaires à faire justement par rapport à cette vidéo, même des conseils ou des choses comme ça, avec plaisir. Je veux dire, au contraire, moi je les prends vraiment avec plaisir. Et je voulais vous souhaiter une bonne continuation. Et surtout, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Plein de bisous. À la revoyure.